Salut, moi c'est Laura et tu écoutes À toi la parole. J'ai toujours aimé ma ville, j'ai envie de la mettre en avant et en mettant en avant ce qu'elle a de plus précieux selon moi, c'est-à-dire ses habitants. Nombreux et nombreuses sont les Attois qui ont un projet qui les fait vibrer, un souvenir familial, une anecdote à partager, qui a eu un impact positif sur la ville. Bref, ils ont simplement une histoire à raconter. Aujourd'hui, je reçois Bruno Lefebvre, bourgmestre en fonction à Ath. Il revient dans cet épisode sur son parcours politique, les difficultés que la crise Covid a amenées et surtout comment Ath a fait face à cette crise. Il évoque bien sûr aussi la Ducasse d'Ath et les activités des prochains mois. Bonne écoute. Bonjour Bruno et merci de m'accueillir à l'administration communale. Avant de parler de tout ton parcours politique, peux-tu d'abord me dire qui es-tu ? Et donc bonjour et puis merci pour cette petite interview. Donc je suis Bruno Lefebvre, j'ai 40 ans, je suis bourgmestre de la ville d'Ath depuis 2018 et puis j'ai toujours travaillé plus ou moins dans la politique. Quand je suis sorti de l'ULB il y a quelques années maintenant, je suis directement rentré dans les cabinets ministériels où j'ai été responsable du personnel et des budgets. Ouais. Puis je suis devenu bourgmestre de Chièvres en 2012, député wallon en 2014 et puis enfin bourgmestre d'Ath en 2018. Donc tu as, je vais dire, voyagé à plusieurs postes et à plusieurs échelles. Est-ce que le fait de passer d'une ville comme Chièvres à une ville comme Ath a été un challenge pour toi, ou le fait d'avoir fait un petit bref passage, je vais dire, un étage plus haut, t'a un peu aidé ? Mais donc évidemment que ça a été un challenge, puisque à Chièvres tout se passait bien, il n'y avait pas de souci particulier, et à Ath c'était pas du tout gagné puisqu'il fallait que je fasse mes preuves, il fallait que les gens votent pour moi, donc c'était pas évident du tout, mais j'ai vraiment fait la démarche avec plaisir puisque j'ai été faire du porte-à-porte pendant 6 mois, j'ai été sonner à toutes les portes, j'ai vraiment essayé de rencontrer les gens, leur expliquer pourquoi je voulais venir sur Ath, vraiment, donc je pense que c'était important. Maintenant, je trouve que la fonction de bourgmestre, c'est vraiment la plus belle. En fait, j'ai été député wallon pendant 5 ans, c'est une très belle fonction, c'est une fonction où on a beaucoup de débats qui sont très enrichissants, c'est vraiment quelque chose de chouette aussi, mais la fonction de bourgmestre, c'est la fonction la plus essentielle, où on est au cœur du changement, où on rencontre les gens. La plus proche des gens, oui. Tout à fait, voilà, on est vraiment avec les gens, on les rencontre presque toutes les semaines, sauf évidemment pendant cette année crise Covid qui dure depuis 18 mois, mais sinon, chaque week-end, chaque jour, on rencontre des gens, on discute avec eux, on prend conscience des difficultés qu'ils rencontrent, et donc je trouve que c'est vraiment la fonction la plus enrichissante et la plus belle. Si tu devais donc justement qualifier depuis 2018 ton rôle en tant que bourgmestre, quel projet mettrais-tu en avant ou quel qualificatif utiliserais-tu ? Mais donc, en fait, depuis 2018, c'est compliqué puisque depuis 2018, il faut déjà retirer 18 mois de crise sanitaire avec tout ce que ça a comme inconvénient et comme gestion difficile. C'est vraiment le cas de le dire puisqu'on est en fait depuis 18 mois maintenant, finalement, les relais du gouvernement fédéral qui prend les décisions et nous devons les faire appliquer. Et donc, depuis 2018, il faut reconnaître que ça a été quand même particulièrement difficile, cette mandature, et même avant la crise sanitaire, on a quand même subi une grosse crise aussi avec la sortie de notre sauvage lors de la Ducasse, où ça a été très très compliqué aussi. Donc mettons de côté les choses qui ont été difficiles. Ici sur Ath depuis 2018, on s'est vraiment d'abord battu pour mettre en place un plan de gestion, parce que la ville rencontre de grosses difficultés financières. On a une dette de 80 millions d'euros, on a des charges d'emprunt qui sont gigantesques, on tourne à près de 8 millions d'euros sur base annuelle à rembourser. Oui, et puis on est aussi suivi, si je ne me trompe pas, par Namur. Par le CRAC, qui est en fait le Centre régional d'aide aux communes. Le CRAC, c'est vraiment un nom qui leur va à merveille. Et donc, c'est vraiment compliqué parce qu'on a dû élaborer d'abord un plan de gestion très strict pour démontrer qu'on allait essayer d'améliorer les choses et qu'on allait vraiment prendre des mesures pour améliorer la situation.
Et puis dans ce plan de gestion, il fallait intégrer évidemment des projets qu'on avait envie de mettre en œuvre pour ces villages, pour ces habitants. Et je pourrais en évoquer beaucoup évidemment, mais je vais évoquer en tout cas un qui me tient beaucoup à cœur et qu'on va enfin mettre en œuvre puisqu'il a été retardé par la crise sanitaire, c'est le plan communal de développement rural. Oui. Et donc c'est un projet qui est largement subventionné par le gouvernement wallon et c'est là évidemment que c'est important. Mais l'essentiel du projet se base sur la consultation citoyenne et l'échange avec les citoyens. Et donc en fait on va dans chaque village, on leur propose quelques projets, quelques idées et c'est vraiment les citoyens qui doivent construire ce projet, ces idées, faire les choix aussi parce que parfois dans un village on nous dit moi je voudrais une nouvelle place, il y en a d'autres qui disent non moi je voudrais oui c'est ça, les besoins des uns ne sont pas voilà. Ouais. Et donc c'est aux citoyens à finalement se départager et c'est vraiment intéressant aussi. Et puis en fonction des budgets qui sont mis à disposition, le collège communal élabore le projet et le met en œuvre. Alors c'est un processus qui est très long, mais c'est vraiment un processus enrichissant et qui va nous permettre de toucher tous les villages de l'entité, c'est vraiment essentiel. Oui, et puis renouer des liens, avoir à nouveau un contact, chose qu'on a perdue, je vais dire, depuis ici ces derniers mois. Malgré tout, on connaît une crise Covid, mais Ath n'est pas resté sans rien faire et n'a pas été bloqué. Plusieurs choses se sont donc développées. Que pouvez-vous, par exemple, donner comme exemple ? Mais donc, ce qui est vraiment essentiel depuis le début de la crise sanitaire, c'est qu'on a vraiment voulu prendre nous-mêmes les choses en main. On a vraiment voulu accompagner nos citoyens. On a essayé d'aider les commerces. On a essayé d'apporter un soutien vraiment à chaque habitant. Et on avait mis en place d'ailleurs un numéro vert où les gens pouvaient appeler, où on décrochait en permanence. J'ai eu jusqu'à 200 mails par jour et on s'efforçait vraiment de répondre tous les 2-3 jours maximum à tous les mails pour essayer de suivre et vraiment d'accompagner. On a par exemple remis sur le marché le principe du sol à toit avec l'ASBL qui s'en occupe fort bien et donc on a offert des sols à toit à tous les habitants et l'avantage du sol à toit c'est que finalement l'habitant est obligé de le dépenser dans les commerces de la localement. Ville. Donc c'était vraiment très très chouette comme initiative. On a levé toute une série de taxes pour que les commerces justement ne doivent pas payer de taxes dans cette période difficile. On a agrandi les terrasses, on a vraiment essayé d'accompagner nos commerces dans la difficulté et je crois que finalement ça marche plutôt bien puisqu'on a une ouverture de près d'une vingtaine de commerces depuis le début de la crise sur Ath. Donc c'est vraiment pas négligeable. Les commerçants fonctionnent très bien. Et puis par exemple on a aussi décidé à un moment donné de prendre en main nous-mêmes la gestion du centre de vaccination puisque la région wallonne avait dit nous allons installer des centres de vaccination un peu partout sur le territoire. D'emblée nous nous sommes profilés en disant nous en voulons un et on n'a pas voulu le sous-traiter à un privé donc on a pris en charge l'ensemble de la coordination et de l'organisation. C'est très très lourd parce que c'est du personnel, c'est des heures d'ouverture, c'est du montage, c'est vraiment été très lourd mais on a vraiment pu bénéficier ici au sein de la ville d'une équipe d'abord d'ouvriers communaux qui ont fait un travail merveilleux avec des cellules, avec des chalets, enfin ça a vraiment été très très chouette et puis la coordination de nos services administratifs qui fonctionnent toujours aujourd'hui et qui nous ont permis pas plus tard qu'il y a une dizaine de jours de passer de 650 vaccinations par jour à 1200. Wow. Donc c'est vraiment un beau travail qui a été fait par nos équipes. Oui, mais donc il y a toute une série d'autres choses qui se font. Par exemple, dans le cadre de la gestion sportive, le gouvernement avait décidé d'octroyer des primes aux clubs en fonction de leurs membres. Mais au sein de la ville, nous avons décidé de libérer nous-mêmes les fonds pour que les clubs ne doivent pas attendre la fin de l'année pour obtenir ces moyens. Et donc, on va libérer les fonds d'ici d'une semaine à l'autre, ce qui est vraiment très intéressant pour les clubs aussi, évidemment, et je pense qu'ils en ont vraiment besoin. Petit à petit, nous allons aussi faire en sorte que nos activités de village reprennent, que l'Éducas puisse s'organiser dans de bonnes conditions. Alors, il y a évidemment la question fondamentale de la Ducasdat. Oserais-je la poser ? Ne vous inquiétez pas, on me la pose tous les jours. Donc ne vous inquiétez vraiment pas. La question de la Ducasdat, elle a tout son sens aussi, parce qu'en fait on est à 10 semaines d'un événement merveilleux évidemment, qu'on a malheureusement dû annuler l'an dernier, mais en 10 semaines il peut se passer tellement de choses. Ici on voit que la vaccination avance très bien. D'après les estimations que j'ai eues fin du mois de juin, donc d'ici une quinzaine de jours, on aurait déjà plus ou moins 80% de la population qui aurait une dose de vaccination. Ça veut dire
que dans un mois plus tard, donc fin juillet, ces 80% a priori devraient avoir les 2 doses. Oui. Et donc on devrait être dans une moyenne qui permet alors cette fameuse immunité collective. Et il faut savoir que pour la Ducasdat, en général, on commence l'organisation vers la fin mai, parce qu'il y a des marchés à passer pour acheter pour louer des barrières, pour louer des toilettes, pour louer pour acheter des boissons, pour organiser les peintures des chars, les fleurs. Enfin, il y a toute une série de choses complètement folles dont on n'imagine pas. Pour organiser cette Ducasse dans de bonnes conditions, il faut prévoir le personnel aussi, puisque c'est quand même un week-end. Oui. Et donc, c'est vraiment très, très lourd. Et ici, la crainte que nous avons vraiment, c'est que pour l'instant, vous l'avez vu, hein, les organisations ne permettent pas d'organiser la Ducasse puisqu'on nous dit, oui, si vous avez un événement, vous pouvez aller jusqu'à 75 000 personnes. Oui, mais on nous impose de contrôler le passeport Covid-safe ou le test PCR, ce qui est tout à fait irréalisable dans une ville. Vous pouvez faire ça dans un festival. Oui, il faudrait barricader la ville. Ouais, impossible, il y a une quinzaine d'entrées rien que pour le centre-ville. Vous avez 10 000 habitants en intramuros. C'est complètement... fou. Et donc ça veut dire que si on reste dans les règles telles qu'elles sont imposées aujourd'hui, la Ducasse n'a aucune chance de se réaliser. Simplement, imaginez demain que le 1er août, on se dise super, la situation est merveilleuse, tout le monde est vacciné, on vous autorise dorénavant d'organiser vos événements de masse. Et nous, on va se retrouver le 1er août avec une Ducasse qu'on ne sera pas en mesure d'organiser. Et donc, nous avons décidé hier de lancer la machine, comme si nous allions pouvoir l'organiser. Comme ça, si par bonheur, fin juillet ou début août, on nous dit qu'on peut le faire, on sera prêt. Si malheureusement on nous dit qu'on ne peut pas le faire, on en assumera les conséquences, tant pis, mais au moins on sera prêt. On ne voudrait pas décevoir la population alors que ça fait 18 mois qu'on est dans une crise sanitaire terrible où les gens ne peuvent plus sortir, les contacts ont été coupés. Je pense vraiment qu'on doit faire quelque chose. Oui, et surtout que la Ducasse, c'est l'événement, je veux dire, à toi, à la limite, si tout était annulé, c'était pas trop grave, mais ça... Tout à fait. C'est vraiment on sent vraiment que c'est dans le cœur des Atois, que c'est quelque chose qui doit se réaliser, et pas que. Hein. Et d'ailleurs, ça, il faudra le gérer aussi, parce qu'aujourd'hui, même quand je vais à Perouet, même quand je vais à l'entrée de Mons, on me dit, bon, et alors, la Ducasdat, est-ce que vous allez la faire ? Et donc, je sens bien qu'il y a vraiment une demande extraordinaire, et donc, soyons vigilants qu'au moins, on sera prêt. Si jamais on ne peut pas malheureusement la faire, tant pis, on assumera, mais au moins, on aura mis tout en œuvre pour pouvoir rendre ce moment de bonheur à notre population. Disons qu'on garde une petite lueur d'espoir. Tout à fait, oui, je pense qu'il faut y croire. La situation est plutôt bonne. Les variants ne sont pas maîtrisés, mais ne semblent pas aujourd'hui rentrer sur le territoire. Et donc, voilà, restons positifs et croyons-y. Je pense vraiment qu'on peut y croire fermement. Oui. Une autre chose, en plus des Ducasses, la culture reprend aussi. Il y a aussi tout un nouveau programme qui a été publié il y a quelques jours, si je ne me trompe pas. Tout à fait, oui. C'était aussi une volonté de mettre en avant que ce soit le point de vue historique, mais aussi le point de vue touristique. Oui, bien sûr. C'est essentiel aussi, évidemment, parce qu'on peut avoir une très belle ville, on peut avoir des fleurs partout. Le tourisme contribue largement aussi à l'économie, la culture contribue largement aussi à l'économie et au développement de notre ville. Et donc, on a lâché ce qu'on a appelé les échappées estivales. Ce sera sur l'ensemble du territoire aussi, ce sera aussi dans les villages, c'est vraiment important. C'est plus ou moins une 60aine d'activités durant tout l'été, et donc c'est quelque chose de très très chouette pour nos Atois aussi, puisqu'on va pouvoir passer des week-ends à faire un peu de culture, à faire des visites, à faire du tourisme. Et donc ça, c'est quelque chose qui, à mon avis, va très bien marcher aussi durant cet été. Les gens des villages aux alentours sont demandeurs. C'est quand même une ville de 30 000 habitants. Nous sommes chef-lieu d'arrondissement. Et donc, on doit aussi pouvoir rayonner pour les villages autour de notre ville. Les villes et villages, pardon, parce que Chièvres est une ville. Oui. Et donc, on doit pouvoir aussi rayonner pour les villes et villages autour de notre ville et faire en sorte d'impulser des choses qui vont permettre justement à faire vivre la région. Ça, c'est quelque chose d'essentiel pour moi aussi. Oui. Une dernière chose, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la fin de votre mandat ? Alors d'abord, sortir d'une crise sanitaire. Ça, je pense vraiment que c'est l'essentiel parce que je n'ai jamais cru que j'allais rentrer dans un truc comme ça et je pense que personne n'y a pensé. Quand vous imaginez, il y a 18 mois, si on vous avait dit vous allez être enfermé pendant 18 mois, je pense qu'on serait devenu fou d'emblée. Et donc d'abord, sortons de cette histoire et puis simplement qu'on reprenne nos bonnes habitudes d'il y a quelques mois, qu'on
se retrouve, qu'on se fasse des accolades, qu'on boive un verre ensemble, qu'on partage des chouettes moments. Je pense que c'est vraiment ça qu'on peut souhaiter à tout le monde finalement. C'est vraiment de retrouver ce bonheur qu'on a pu vivre il y a quelques mois. Je ne veux rien de fou. Soyons juste dans cette ambiance un peu sympathique, un peu amicale, où on va tous se retrouver entre nous. Que Hâte retrouve sa joie de vivre et sa ferveur, sa joie de vivre, et qu'on puisse se retrouver sur la grande place pour boire un verre ou un tournant dans un village pour partager des moments d'amitié. C'est ça l'essentiel. Merci beaucoup. Je vous en prie, merci beaucoup aussi. Si tu as aimé le podcast, n'hésite pas à le partager ou à laisser un commentaire ou une note sur 5. Ça permet de faire vivre le podcast et de le faire connaître à plus de monde chaque semaine. Pour ne rien manquer, je t'invite à suivre la page Facebook ou le compte Instagram À toi la parole. À bientôt pour découvrir d'autres atoires et d'autres histoires.